Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Bienvenue dans la 156e émission de Et si on parlait de sport? Coup d'envoi de votre rendez-vous 100% sport, 100% passion. Une émission rythmée par l'énergie du terrain, l'émotion des compétitions et l'histoire de celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. Un grand merci à nos partenaires Semper Connect, LG Consultant et l'agence Bellombra qui joue le match à nos côtés. Et bien sûr, coup de projecteur sur toute la team Et si on parlait de sport, animateurs, chroniqueurs, consultants et passionnés réunis autour d'une même envie, vous faire vivre le sport autrement avec intensité et authenticité. Alors préparez-vous, montez le volume et entrez dans le match. C'est parti pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport? En première mi-temps, nous allons découvrir le portrait passionnant de Perrine Saunier, sportive de haut niveau en ski nautique. Entre médailles internationales, études d'excellence et aventures universitaires aux États-Unis, elle nous montrera comment le sport peut devenir un véritable tremplin pour l'avenir. Une émission autour du dépassement de soi, des opportunités et des valeurs que le sport peut bien offrir au-delà de la compétition. Et en deuxième mi-temps, direction le gymnase des Woutines de Toac à Toulouse pour découvrir une discipline encore complètement méconnue mais profondément inspirante, le baskin. Un basket inclusif où les personnes valides et en situation de handicap jouent ensemble dans la même équipe. Nous recevrons Maxime Lemestre, organisateur d'un grand événement autour de cette pratique innovante, humaine et spectaculaire qui fait bouger les lignes du sport inclusif. Installez-vous confortablement et embarquez avec nous dans une émission riche en émotions et en adrénaline. Et tout de suite, place à la première mi-temps avec Perrine Saunier pour parler ski nautique. Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant et inspirant, le sport de haut niveau, mais surtout de tout ce qu'il peut offrir au-delà des podiums et des médailles. Car derrière les performances sportives, il y a parfois des parcours de vie incroyables, des opportunités inattendues et des aventures humaines et professionnelles qui dépassent largement le terrain de jeu. Notre invitée du jour est en parfait exemple. À seulement 3 ans, elle découvre le ski nautique. Quelques années plus tard, elle collectionne déjà les médailles européennes et devient vice-championne du monde en moins de 17 ans. Mais parallèlement à sa carrière sportive, elle construit aussi un parcours académique remarquable entre la France et les États-Unis. Grâce à son statut de sportive de haut niveau, elle a pu intégrer une université américaine, vivre l'expérience du sport universitaire aux États-Unis et décrocher un double diplôme international. Aujourd'hui, elle souhaite transmettre un message fort à la jeune génération. Le sport peut être un véritable accélérateur de vie. Bonjour Perrine Saunier. Bonjour. Allez, merci en tout cas d'être avec nous dans Et si on parlait de sport? Vous avez fait le grand saut des États-Unis pour nous rejoindre, on est très fiers. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors avant de parler de ton parcours exceptionnel, comment tu pourrais te présenter aujourd'hui? Alors je suis une sportive de haut niveau en ski nautique, mais j'étudie en même temps. Donc j'ai cette double casquette d'étudiante et sportive. Là, je reviens des États-Unis où j'ai passé mon année universitaire. Mon objectif, c'est de mener à bien ce double projet, sport et études. Le ski nautique, c'est une discipline encore méconnue, même si on a eu par le passé, et toujours d'ailleurs de grands champions, même les équipes de France sont bien notées. Comment cette aventure a-t-elle commencé? Comment on se met sur des skis pour aller sur l'eau? Alors, à la base, c'était un loisir familial. Donc, j'ai commencé avec mes parents à 3 ans et j'ai fait ma première compétition à l'âge de 7 ans. Ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai réitéré l'expérience, j'ai fait une deuxième compétition, puis j'ai enchaîné les compétitions. Et de fil en aiguille, le niveau a augmenté jusqu'à atteindre l'équipe de France. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est pourquoi à 3 ans on monte sur des planches, quoi? Ah ben, papa, maman. Mais aucune appréhension, comme ça, c'est venu, la passion est venue tout de suite. Oui, alors, faut savoir qu'à 3 ans, ça peut paraître un peu jeune. Mais on a des gilets de sauvetage, donc il n'y a pas besoin de savoir nager. Il faut juste ne pas avoir peur de l'eau et ensuite... Voilà, la question c'est pas de peur d'eau, pas de peur du moteur, pas de peur... On y allait quoi, directement. Pas du tout, j'ai grandi dans le bateau. D'accord, donc merci papa, maman en tout cas. Donc, plus tard, tu as décroché quelques médailles internationales. Exactement, donc j'ai fait ma première sélection en équipe de France à l'âge de 12 ans. J'étais en moins de 14 ans à l'époque, donc j'ai décroché ma première médaille par équipe. Ensuite, s'en sont suivies plusieurs autres médailles dans différentes catégories d'âge. J'ai reçu ma sélection en équipe de France pour cette année hier. Donc, je pars pour les championnats d'Europe en Géorgie en juillet.
Mais je dirais que le plus gros titre de ma carrière sportive, ça a été le titre de vice-champion du monde par équipe en U17. Quand on atteint ce niveau à cet âge-là, est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça représente ? Quand on est jeune, non. Parce qu'on voit le sport plus comme un jeu où on s'amuse, on se fait des copains, on voyage. On ne se rend pas vraiment compte de la vie qu'on mène, à quel point elle est différente de celle des autres, parce que c'est la nôtre. Mais maintenant, avec un peu plus de recul, je me rends compte que oui, vraiment, c'était différent. Le week-end, c'était entraînement. J'allais pas voir mes copains-copines de l'école. Les anniversaires, j'étais pas souvent aux anniversaires de mes amis parce qu'entraînement, compétition. Mais en soi, ce qui me motivait à l'époque, c'était vraiment cette expérience humaine et le voyage. Pas de regret finalement de ne pas avoir eu une adolescente comme tout le monde. Or, maintenant, zéro regret. Maintenant que je vois ce que le sport m'a apporté et m'apporte toujours. À l'époque, c'est vrai que parfois, ça pouvait être un peu plus difficile, dans le sens où les autres jeunes de mon âge ne comprenaient pas pourquoi j'allais pas à leur anniversaire, pourquoi je sortais pas avec eux. Parce que oui, rater un entraînement, c'est pas très grave, mais le rater tous les week-ends, c'est autre chose. C'est des choix en fait. Exactement. C'est des sacrifices, on peut dire, ou c'est vraiment un choix volontaire assumé ? C'est un choix. C'est un choix, je dirais pas que c'est un sacrifice parce qu'il faut se donner les moyens. Je pense que le regret serait plus de ne pas m'être donné les moyens pour ne pas arriver au résultat désiré. Donc je pense que le regret serait plutôt dans l'autre sens. Je me donne les moyens pour ne pas avoir de regrets sur mon résultat. Très passionné en fait. Exactement. Beaucoup de jeunes sportifs pensent qu'il faut aussi choisir parfois entre le sport et les études. Toi, tu as refusé cette idée-là. Exactement. Donc j'ai toujours, jusqu'au baccalauréat, jusqu'au lycée, j'ai suivi une scolarité normale. En lycée normal, j'avais pas d'aménagement. J'ai passé un bac scientifique dans ce cadre-là, donc je m'entraînais le soir, le mercredi après-midi, les week-ends et les vacances. Ensuite, après le bac, j'ai intégré Grenoble École de Management dans un cursus adapté aux sportifs. Donc là, on commence à avoir beaucoup plus de liberté pour s'entraîner et les compétitions. Mais bon, on reste scolarisé, donc il faut suivre les cours, il faut passer les examens, même parfois depuis l'autre bout du monde, donc il y a le décalage horaire. Mais au moins, je peux skier au plus haut niveau possible tout en suivant des cours de haut niveau exactement. Et pourtant, les contraintes, effectivement, sont quand même énormes. Il y a une pression quand même. Et quand tu parles de t'entraîner, on peut s'entraîner au ski nautique n'importe où. C'est quoi le type d'entraînement que tu faisais, en fait ? Alors, le principal entraînement, c'est sur l'eau. Donc, ça se fait en lac fermé parce que les meilleures conditions sont quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas d'autres bateaux pour qu'il n'y ait pas de vagues. Il faut un slalom, un tremplin, parce que je fais les 3 disciplines, donc slalom, figure et saut. Donc, un bateau, un bon pilote. Donc, c'est quand même des conditions assez spéciales, donc on ne peut pas s'entraîner partout. Par contre, il y a des lacs d'entraînement. Par exemple, ici à Toulouse, on a 5 clubs à moins de 15 minutes de la rocade toulousaine. Il y en a un peu partout, des clubs, à vrai dire, qui ne sont pas très connus parce que le ski nautique reste un sport assez confidentiel. Il n'y a pas beaucoup de publicité faite sur ce sport, ce qui est vraiment dommage, mais en soi, on peut pratiquer un peu partout. Pendant plusieurs années, les universités américaines vous ont contacté pour rejoindre leurs équipes. Pourquoi cet intérêt ? Alors, parce que les universités américaines, leur but, c'est d'avoir des médailles par équipe. Donc, ils veulent recruter des sportifs du monde entier selon leurs résultats sportifs. Donc, plusieurs universités américaines m'ont contacté pour me recruter pour que je skie avec elles. Mais j'en ai décidé autrement. Et pourquoi donc choisir la France ? Parce que je voulais vraiment suivre de bonnes études, avoir un bon diplôme. Et pour moi, c'était primordial d'avoir un diplôme français, voire européen, pour vraiment avoir de bonnes études et par derrière, l'après-carrière, avoir un bon métier. Oui, jouer la sécurité, d'avoir quand même... on sait jamais, on sait très bien qu'un sportif de haut niveau peut aussi se blesser, tout peut arriver, donc il faut aussi avoir une sécurité derrière. C'est un peu le message qu'on peut faire passer. Ne pas renoncer, mais en même temps se donner les moyens d'assurer. Exactement, les deux sont possibles. C'est sûr que ça peut être dur, faut beaucoup d'organisation. Comme je l'ai dit, parfois le décalage horaire fait qu'on a des cours très tôt le matin ou très tard le soir, mais c'est possible. Il faut s'adapter et puis surtout, au-delà de c'est dur, le sport, les études, ça permet également d'avoir un certain équilibre parce que ma vie, c'est pas que le sport, ma vie, c'est pas que les études, c'est les deux.
Donc, j'ai un double objectif et si l'un ne marche pas, j'ai l'autre pour m'accrocher et inversement. Une sacrée motivation. Exactement. S'il n'y a pas ça, je pense qu'on n'est pas capable d'aller ce que tu te proposes aujourd'hui. Voilà, il faut en vouloir pour faire ce que tu proposes. Et puis, il est arrivé cette incroyable opportunité américaine. Tu vas nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Voilà, alors comme j'ai dit, j'avais déjà le contact de plusieurs universités américaines qui voulaient me recruter quand j'étais à la fin du lycée et j'ai choisi de rester en France. Mais pour mon diplôme français à Grenoble École de Management, il requiert une expérience internationale. Et cette expérience internationale peut passer par un échange académique. Donc j'ai eu l'idée de mettre en contact une université américaine qui voulait me recruter avec mon école à Grenoble. Et après de longs mois d'échanges administratifs et académiques, ils ont signé le contrat qui me permettait de partir aux États-Unis pour 1 an d'échange universitaire. Donc c'était toujours dans mon cursus français. Ça me permettait d'avoir mon diplôme français. Et donc là, je reviens des États-Unis et on vient de me proposer de suivre le MBA, le master américain. Donc le plan, ça serait de diplômer aux États-Unis en décembre et de diplômer de Grenoble en février. Ce qui est incroyable, c'est que ça n'existait pas au départ. Et en fait, donc administrativement, il n'y avait rien qui existait et tu as forcé un peu la main à tout le monde. Exactement. J'avais ce désir-là. À vrai dire, ça faisait plusieurs années que ça me trottait, que j'avais cette idée en tête. Et j'ai vraiment pas lâché cet objectif. Donc, comme l'opportunité n'existe pas, je l'ai créée de moi-même, de A à Z. Certes, l'école m'a aidée, mais il a fallu donner ce petit coup de main. Donc, j'ai tout créé de A à Z. Et c'est vrai que cette opportunité, elle n'existait pas. Je me la suis créée. Et si je dois dire quelque chose à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que parfois, les opportunités, elles sont pas là. Les portes, elles sont fermées, mais elles demandent qu'à être ouvertes. Alors, poussez-les, défoncez-les et faites votre propre chemin, même s'il n'existe pas encore. C'est vraiment un discours de guerrière. On sent la championne derrière ce que tu nous dis là. Comment tu as vécu cette arrivée aux États-Unis ? Déjà, c'est loin de tout. Dans le sens, loin de ma famille, loin de mes amis. Donc, je suis arrivée toute seule là-bas. Alors, à quel âge tu es arrivée là-bas ? J'avais 22 ans. D'accord. Voilà, pour ma dernière année d'études, ma dernière année de master. Donc, je suis arrivée là-bas, loin de ma famille, loin de mes amis, dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Mais une fois arrivée, en fait, la surprise. Là-bas, l'université est grande. Il y a une ambiance sur le campus exceptionnelle. Le sport est mis en avant. On a des infrastructures extraordinaires. En tant que Française, tu as été bien accueillie. Ah oui, parce que là-bas, les sportifs sont valorisés, sont extrêmement valorisés. Là-bas, le sport, c'est la principale activité sur le campus, c'est les matchs sportifs des étudiants. Donc là-bas, on est valorisé, on est encadré et c'est juste un autre monde. Et là-bas, tu découvres les compétitions universitaires américaines, ce qui a l'air d'être là-bas très très important. Exactement. Donc comme les universités recrutent des skieurs dans le ski nautique du monde entier, les compétitions universitaires, on retrouve des gens, par exemple, que moi j'ai connus au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Le niveau est très élevé. J'ai fait les championnats nationaux universitaires américains où j'ai eu une médaille de bronze. Pour la première année, donc tu arrives là-bas, médaille de bronze. Exactement. Dans ta catégorie. Au-delà du sport, cette aventure t'ouvre aussi les portes, tu l'expliquais tout à l'heure, d'un MBA américain. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, tu as réussi à pousser les portes et tu vas passer un examen, un diplôme qui sera valable aussi pour les États-Unis. Donc. Exactement. Donc, je suis arrivée là-bas avec l'objectif de faire mon année aux États-Unis. Et j'ai entrevu l'opportunité d'avoir le diplôme américain. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai fait la demande, j'y suis allée au culot et on m'a dit oui. Donc, je pars pour un double diplôme, le master du programme Grande École de Grenoble École de Management et le MBA américain à la fac où j'étudie à Florida Southern College. Pas trop de difficultés avec la langue, justement. Depuis, tu as un peu, j'imagine, appris, mais est-ce que l'examen ne te posera pas de problème de compréhension, de suivi ? Comment ça se passe ? De base, je parlais déjà un peu anglais parce que je voyageais beaucoup pour les compétitions, les stages. Je parlais surtout un anglais courant de la vie de tous les jours. Et là, j'arrive là-bas en 2e année de master, 5e année d'études, où en cours, c'est beaucoup plus approfondi que le langage courant de tous les jours. Donc, au début, j'avoue que j'étais un peu perdue. Je comprenais de quoi on parlait, mais je ne comprenais pas exactement
ce dont il parlait. Au début, c'était un peu dur. Maintenant, c'est bon, je m'y suis faite et je peux suivre des études en anglais. C'est important ce que tu dis pour les personnes qui voudraient aller là-bas et donc peut-être les encourager à pas négliger l'apprentissage de l'anglais pour avoir de quoi aller là-bas et ne pas être trop dépaysé, quoi. Exactement. Une fois sur place, on progresse énormément très vite. Surtout les premiers mois parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et là-bas, il n'y a que des anglo-saxons parce que même si les gens viennent de droite, de gauche, d'autres pays, la langue commune, c'est l'anglais. Et on parle anglais du matin au soir, du soir au matin. Et on n'a pas d'autres échappatoires que d'apprendre la langue. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu te dis que le sport a changé ta vie ? Oui, clairement. Le sport, déjà, ça m'a construite dans le sens où j'ai développé des qualités que j'aurais probablement pas autant développées ailleurs. Je parle de la force de travail, la discipline, l'ambition. Mais aussi, ça m'a ouvert des portes. Je n'aurais pas ce double diplôme sans le sport. Et humainement, je suis quelqu'un d'autre. On entend souvent que le sport de haut niveau, c'est ce qui est rapporté, est un frein pour les études ou la carrière professionnelle. Et en fait, ton témoignage, toi, il dit exactement l'inverse. Oui, et c'est le but. Comme je viens de dire, donc le sport, ça nous permet de développer des qualités très fortes que personnellement, j'ai pu retransmettre sur mes études. L'organisation, la discipline. La discipline parce qu'une journée, ça fait que 24 heures. Et il faut rentrer dans une journée d'entraînement et une journée de cours. Je pense que déjà, c'est possible. Les sportifs, on a ce truc de on peut le faire. Je sais que ça peut paraître effrayant, ça peut paraître compliqué, mais foncez parce que ça se fait et surtout, vous n'allez pas le regretter. Est-ce que tu sens justement que les entreprises regardent davantage ces profils aujourd'hui ? De plus en plus. De plus en plus, les mentalités évoluent et positivement. Déjà aux États-Unis, les entreprises, il y a certaines entreprises qui ne recrutent que des sportifs. Et je sens qu'ici, en France, cette mentalité est en train d'arriver, où les entreprises se rendent compte de ce que le sportif a à apporter à l'entreprise, au business. Parce qu'on voit les choses différemment et on a cette envie de réussir dans tout ce qu'on entreprend que les autres n'auraient peut-être pas, ou du moins moins. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ce double parcours sport-études ? Je suis très reconnaissante parce que la petite moi, elle n'aurait jamais pensé pouvoir faire autant de choses. La vie sportive, les compétitions, les études, 2 diplômes en même temps, 2 diplômes de niveau master en même temps. Et je pense que ça la rassurerait aussi de me savoir où je suis aujourd'hui. Et derrière tout ça, il y a quand même eu un peu la famille qui t'a poussé, qui t'a soutenu. Comment ça s'est passé ? Oui, alors mes parents, ils sont à fond études. Ils sont à fond études et le sport, c'est plus un bonus dans la vie. C'est aussi eux qui m'ont poussé à faire des études ambitieuses. Donc eux, ça les rassure également. Mais ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai entrepris, sportivement, académiquement. Et je sais que je leur dois beaucoup parce qu'ils ont toujours été là, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a eu des moments de doute dans les deux parties de ma vie, autant sportive qu'académique. Et ils ont toujours été là, ils m'ont toujours poussée, ils ont toujours été à l'écoute. Et je les en remercie. C'est beau, c'est sympa. En tout cas, merci pour tes parents de t'avoir permis de faire ça. Quel conseil tu donnerais, toi, aujourd'hui, à un jeune ou une jeune qui hésite encore à poursuivre des études en parallèle, qui s'interroge, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où c'est compliqué, où on est plein dans des hésitations. Voilà. Donc, toi, tu as osé vivre 2 mondes différents, parce que les États-Unis, c'est différent aussi de la France. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui ? Allez-y. Au début, ça fait peur. Mais une fois qu'on y est, on se rend compte de l'opportunité qu'on a. Et allez-y, parce que vraiment, vous n'allez pas le regretter. Et puis surtout, préparez l'après-carrière. Je sais que si demain je me blesse ou je décide d'arrêter le sport, j'ai toujours cette voie-là qui est ouverte. Poursuivre le sport et les études, c'est avoir 2 voies. 2 voies qu'on peut suivre parallèlement. C'est possible, je l'ai fait, et il y en a d'autres qui le font. Mais allez-y, c'est possible. Et puis foncez. Alors, on imagine ta passion pour le sport et on imagine peut-être aussi le métier que tu aimerais faire derrière. Est-ce que tu as une petite idée à travers les études que tu nous dis faire ? T'envisages quel profil derrière ? Alors, que tu aimerais faire finalement ?
J'ai fait différents stages pour mes études, stages en entreprise. Mon dernier stage, je l'ai fait dans le domaine de la banque qui m'a pas mal plu. Je sais que j'ai cette possibilité-là à la fin de mes études. Mais là, j'avoue que j'ai rendu mon mémoire il y a 3 jours pour mon mémoire de fin d'études pour Grenoble. J'ai la soutenance dans 2 semaines. Je retourne aux États-Unis dans 3 mois. J'avoue que là, je suis un peu la tête dans le guidon. Mais je prévois de travailler dès la fin de mes études. Aujourd'hui, quels sont, sportivement, on va revenir un peu au sport, quels sont tes objectifs sportivement? Parce qu'on vient de voir, là, tu as des objectifs bien cadrés pour les études. Et au niveau du sport, c'est quoi vraiment le profil là? Alors, j'ai reçu ma sélection en équipe de France pour l'année 2026 hier. Donc, je pars pour la Géorgie fin juillet pour les championnats d'Europe. Ensuite, à l'automne, je retourne aux États-Unis pour terminer mon diplôme américain. Donc là, c'est plutôt le plan universitaire, sportivement. Et ensuite, début 2027, il y a les mondiaux. Championnat du monde en Australie. Donc ça, c'est mon objectif. Donc avec toute l'équipe de France, tout ça c'est programmé. Et toujours avec Patrice Martin, le président de la fédération. On a changé. On a changé. Maintenant, c'est Monsieur Delacour qui est à la tête de la fédération avec une nouvelle équipe. Ils sont pleins de bonne volonté et hâte de voir comment leur première saison va se dérouler. Et tu fais partie d'un club licencié en France ou toi-même? Oui, alors je suis licenciée au club du ski nautique Muret, Clément Adair, qui est donc à Muret, au sud de Toulouse. Et voilà, c'était important de les saluer parce qu'ils sont aussi quelque part un petit peu dans ta carrière. C'est aussi, j'imagine, cette base que tu as dans ce club et il fallait un peu le rendre un petit hommage quand même. Oui, parce que j'ai commencé dans ce club et je leur suis très loyale parce qu'ils m'ont toujours aidée, soutenue. D'ailleurs, si vous entendez cette émission, petit bisou à vous et merci encore. Et oui, je leur suis très loyale et j'ai l'intention de finir ma carrière sportive dans le même club où j'ai commencé. Eh ben, on espère que d'une part, tu viendras nous revoir et que nous, on sera heureux peut-être de recevoir des responsables de ce club-là. Tu peux leur faire ce message-là. En tout cas, on était content de te recevoir. Merci Perrine d'avoir partagé avec nous dans Et si on parlait sport. Ton témoignage montre parfaitement que le sport ne se limite pas à la performance et au podium. Il peut devenir un véritable passeport pour une vie, un accélérateur d'expériences, de rencontres et d'opportunités. Et à travers ton parcours, on démontre qu'il est possible de rêver grand, de réussir ses études, de construire un projet international et de continuer à croire en ce sport, un magnifique message d'espoir et d'ambition pour toute une génération de jeunes sportifs. Merci vraiment d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. C'était Et si on parlait de sport, la première mi-temps avec Perrine Saunier. C'est la première mi-temps, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps avec Maxime Lemestre. Ne bougez pas, retour rapide au vestiaire, on reprend son souffle. Et si on parlait de sport, mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport? Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, à donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur et si on parlait de sport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe. Allez, on compte sur vous, devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps.
Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, direction le gymnase des Voitines du Toac à Toulouse, où s'est déroulé samedi dernier un événement pas comme les autres autour du baskin. Une discipline encore méconnue du grand public, mais qui incarne parfaitement les valeurs du sport inclusif. Le baskin, c'est un sport inspiré du basketball qui permet à des personnes valides et en situation de handicap de jouer ensemble dans la même équipe avec des règles adaptées aux capacités de chacun. Un véritable laboratoire de vivre ensemble né en Italie au début des années 2000 et qui se développe progressivement en France. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Maxime Lemestre qui est organisateur de cette grande journée de basket inclusif qui a réuni plusieurs équipes dont une venue spécialement de Nantes. Bonjour Maxime. Bonjour. Et merci en tout cas d'être avec nous dans Et si on parlait de sport. Merci à vous de me recevoir. Alors avant de parler de cet événement, première petite question simple. Qui est Maxime Lemestre et quel est ton parcours dans le sport et dans le basket ? Alors moi c'est Maxime, j'arrive de Nantes où le baskin est déjà bien présent depuis plusieurs années. Mon objectif maintenant c'est de le développer sur Toulouse de par mes expériences de BPGEPS sur Nantes. J'ai cette volonté de développer le baskin sur Toulouse. Alors justement là tu nous as parlé d'un mot pour les auditeurs qui découvrent peut-être ce mot aujourd'hui, c'est quoi le baskin ? Alors le baskin c'est le début du mot basket et le début du mot inclusif, c'est une discipline qui a été créée pour permettre à tout le monde de participer sur un même terrain en fonction de ses capacités. L'origine de ça, c'était pour répondre à une problématique d'une jeune fille en situation de handicap qui voulait jouer avec ses frères, pas en situation de handicap. Et voilà, il y a eu une recherche de comment on peut faire pour jouer tous ensemble. Alors ce sont des règles adaptées, d'après ce que j'ai pu comprendre, selon les capacités de chaque joueur. C'est ça, effectivement. Chaque joueur va pouvoir venir se présenter à un entraînement de baskin et les entraîneurs vont trouver un rôle qui lui correspond. Il y a des rôles qui sont faits en fonction des capacités des joueurs et ensuite chaque rôle du coup va avoir des règles qui va lui permettre de s'épanouir, de progresser à son niveau et de trouver sa place dans un groupe. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne parle pas simplement d'une animation ou d'un atelier découverte, mais on parle d'un vrai sport collectif avec des règles précises. C'est ça, exactement. C'est comme je disais, l'objectif, c'est que chaque joueur soit challengé et que voilà, tout le monde ait sa chance de s'inclure dans une équipe de sport collectif. Et voilà, de vivre ensemble, de jouer ensemble, et c'est ce qui s'est passé ce week-end. Alors c'est pas une version simplifiée du basket, hein, c'est ce que j'ai lu. Chaque joueur, en fonction de ses capacités motrices ou techniques, a sa place. Exactement, ouais, pareil. L'objectif, c'est que chaque joueur puisse avoir les mêmes chances de marquer des points sur le terrain, et que on se rend compte que au baskin, les joueurs les moins bridés, dits valides dans la vie de tous les jours, sont sur le terrain entre guillemets le plus bridés. Alors faut pas que ça fasse peur non plus, mais voilà, il y a des règles plus dures pour eux, que ce soit en attaque ou en défense. Il y a des règles assez strictes pour les rôles 5, les basketteurs, et à l'inverse du coup les personnes à mobilité réduite le plus dans la vie, ceux qui rencontrent le plus de soucis dans la vie, que ce soit dans les transports, etc., là sur le terrain vont être le plus valorisés, puisque c'est eux qui vont avoir l'opportunité de faire basculer une rencontre, faire gagner leur équipe, quoi. Alors, un petit exemple pour que ça puisse paraître concret pour les gens. Tu parles de règles plus strictes pour un tel. Alors, entre un valide et une personne qui est limitée, comment tu poses ces règles ? Alors par exemple en attaque, le basketteur, donc le rôle 5, il va avoir 3 tentatives de tir par carton. Donc qu'il se fasse contrer, qu'il rate un tir, etc. Ça va être notifié sur la feuille de marque. Et il a seulement 3 tentatives. Les autres rôles vont avoir 3 paniers marqués. Donc déjà là-dessus, il va falloir être sûr de soi quand on prend un tir. Et côté défensif, du coup, le rôle 5 va avoir le droit de défendre uniquement sur les rôles 5. Ce qui fait que des fois, voilà, on va avoir un joueur à côté de nous qui passe, et du coup, il y a ce petit côté frustrant dans le sens où, du coup, on peut pas intervenir, en fait. On peut pas intervenir, exactement, ouais. Et voilà, les rôles 3, pour le coup, du coup, eux vont être sur le terrain aussi, et vont avoir la possibilité de défendre sur les rôles 4 et les rôles 5, puisque du coup, ce sont les rôles 3. Ça reste bon enfant ou ça frite un peu quand même ? Ah, ça frite un petit peu. Il y a un championnat, du coup, en Pays de la Loire, mais ça reste très bonne ambiance, très bon enfant, et le fait de jouer avec des personnes en situation de handicap, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de limite, et
sur le terrain, ça se passe sans filtre et vraiment dans la bonne humeur. Et le terrain, c'est le même, les paniers même hauteur. Est-ce qu'il y a une adaptation par rapport à ça ou il y a des changements par rapport au terrain? On joue sur le terrain de basket traditionnel avec les paniers à 3,05 m et en plus de chaque côté de la ligne médiane, on vient rajouter une zone avec de chaque côté du coup un double panier. Un panier à 2,20 m, un panier à 1,10 m. Le panier à 2,20 m pour les rôles 2, le panier à 1,10 m pour les rôles 1. Et du coup, après, voilà, il va y avoir des règles pour ces joueurs-là aussi, avec du temps pour shooter, pour... oui, donc c'est tout. Etc. Voilà, il faut donc au niveau de l'arbitrage, c'est un gros travail quand même. Au niveau de l'arbitrage, c'est un gros travail. Il y a des formations qui sont organisées par Baskin France. C'est compliqué d'arbitrer. J'étais arbitre officiel et j'ai dû me reformer pour l'arbitrage au Baskin. J'ai été faire un stage l'année dernière en Italie et rencontrer les créateurs pas du Baskin, du règlement Baskin actuellement. Et c'est vraiment très compliqué, ouais. Alors le Baskin est né en Italie, tu le disais, il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Oui, exactement. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est le papa d'une jeune fille qui souhaitait que sa fille puisse jouer avec ses frères. Elle qui était en situation de handicap, ses frères qui ne l'étaient pas. Donc sur le papier, rien n'allait pour que ça puisse se faire. Et du coup, il en avait discuté avec un prof de sport. Et ensemble, du coup, ils ont créé le Baskin qui a permis à toute cette petite famille de jouer ensemble. Donc ça a été créé du coup à Crémone en Italie début des années 2000 et c'est arrivé en France petit à petit. On est encore bien loin des Italiens. Alors justement, les Italiens, ils ont une compétition régulière avec championnat d'Italie. Tout ça, c'est organisé? Ouais, c'est comme au basket traditionnel maintenant en France. Ils ont des championnats départementaux, régionaux, nationaux, avec des finales en fin de saison. Et c'est vraiment très bien structuré par rapport à nous en France, où on compte actuellement une quinzaine d'équipes réparties sur le pays. En sachant qu'ici à Toulouse, le plus proche de nous, c'est Nantes. Donc, et alors là-bas, ils dépendent de la fédération italienne de basket ou c'est complètement indépendant? C'est indépendant. Ils travaillent avec le Baskin en Italie sur le règlement, etc. Il y a des versions qui nous sont régulièrement envoyées pour qu'on puisse appliquer le règlement du Baskin Italie. Mais après, c'est indépendant dans le sens où on a notre propre championnat. On gère vraiment tout en France avec... Baskin France, avec Pays de la Loire, avec les différentes sections régionales. Donc, Baskin France, c'est une organisation, c'est une entreprise, comment ça fonctionne, Baskin France? Baskin France, si on devait comparer avec le basket, ce serait la Fédération française de basket. C'est vraiment le pilote de Baskin qui permet d'organiser pas mal de choses, des tournois, des championnats, etc. Alors parlons maintenant un peu de cet événement que tu as organisé à Toulouse samedi dernier, au gymnase des Voitines, je le disais, du TOAC. Comment est née cette idée? Cette idée, elle est née de la volonté du club du TOAC, et notamment de Isabelle, qui est prof dans un collège sur Toulouse, qui a entendu parler du Baskin de par une collègue à elle. Et du coup, elles ont contacté Baskin France, qui les a réorientés vers moi, puisque j'étais sur Toulouse et dans le Baskin un petit peu sur Nantes avant. On s'est rencontrés, on a échangé, on s'est demandé comment faire pour lancer le Baskin la saison prochaine au TOAC. Moi, je leur ai dit que je serais partant pour organiser une démonstration pour que les gens puissent se rendre vraiment compte de ce que c'est que le Baskin. Et du coup, voilà, on a fait venir une équipe de Pays de la Loire composée de joueurs de Clisson, du Smash de Auréa et un joueur de Angers. Et on a eu une superbe journée le samedi, superbe journée le dimanche, avec un public au rendez-vous. Ça, c'est tout ton réseau nantais, on va dire, puisque tu étais là-bas il y a quelques temps. Oui, exactement. Moi, j'étais sur Clisson et du coup, c'est des joueurs que j'ai bien connus, que j'ai affrontés sur le terrain et qui ont répondu présent pour venir ce week-end braver la chaleur de Toulouse. Et oui, à Toulouse, il fait beau. Concrètement, qu'est-ce qu'on ressent quand on assiste à un match de Baskin pour la première fois? Eh bien, pour la première fois, je pense qu'on vient avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur ce qu'est le Baskin. Et on en ressort avec le sourire, avec les mains qui ont chauffé, qui ont applaudi toute la rencontre. C'est vraiment une grosse découverte. Tous les gens qui nous en parlent derrière nous disaient franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais c'est vraiment exceptionnel. On prend une claque humaine dans la figure. Comme je disais tout à l'heure, le fait que les personnes en situation de handicap n'aient pas de filtre,
Ça rend vraiment la chose brute et ça c'est vraiment appréciable et voilà. Alors qu'on confonde pas, c'est pas du basket fauteuil. C'est pas du basket fauteuil, chacun vient en fonction de ses capacités et le sport va s'adapter aux capacités des joueurs. Contrairement aux autres sports où les règles sont écrites, définies, où le joueur va devoir s'adapter aux règles, là c'est les règles qui vont s'adapter aux joueurs en fonction du coup de ses capacités. Donc règlement étant... On lui dit, avant le début du match, on lui dit, toi, tu as le droit de faire ça, ça ou ça. Comment c'est expliqué aux joueurs, justement ? Eh bien ça, c'est travaillé du coup à l'entraînement. On a des ateliers, etc., des mises en situation avant de faire des petites rencontres amicales en fin d'entraînement comme les entraînements de basket. Et du coup, le joueur va travailler. Donc des fois, ça va mettre quelques séances à intégrer une règle particulière. Et au fur et à mesure, du coup, il va connaître tout ce dont il a le droit de faire sur le terrain. Et après, du coup, les basketteurs, eux, on va leur demander de connaître les règles de tout le monde pour pouvoir faire jouer tout le monde justement sur le terrain. Et ça demande tactiquement beaucoup de connaissances quand même. Ah, ça demande beaucoup de connaissances, ça demande une certaine vision de jeu, puisque du coup, on n'attaque pas sur un seul panier, on ne défend pas sur un seul panier, on défend 2 zones, on attaque 2 zones. Donc voilà, de nouvelles règles, beaucoup de choses à gérer sur le terrain, et puis... Voilà, une belle partie. À la fin du match, on en ressort fatigué. Pour ceux qui voudraient éventuellement se lancer dans le baskin, tu parles de plusieurs paniers. Quel type de matériel il faut avoir ? Comment ça se passe ? Les terrains ont la même dimension, ça bouge pas, donc on peut jouer sur un terrain de basket. Ouais, c'est ça. Mais il faut rajouter éventuellement des paniers différents. À partir du moment où on a un terrain de basket, on peut commencer à travailler sur le baskin. Après, ça va être important d'investir justement sur les paniers, sur la zone, pour les pivots sur le côté, et du coup des chasubles pour avoir le numéro du joueur, parce que comme je disais tout à l'heure, on peut défendre uniquement sur un joueur de son rôle ou un rôle supérieur, donc il faut que sur le terrain on puisse se reconnaître, savoir quel rôle a l'adversaire. Donc voilà, le plus gros de l'investissement, ce sont les paniers et les chasubles. Après, dans les clubs de basket traditionnels, on a déjà les ballons, puisqu'on joue avec des ballons taille 5. Et donc... Mais on ne mélange pas avec des fauteuils. Non, les fauteuils vont venir, mais du coup, eux, ils seront rôle 2 ou rôle 1, en fonction de leur capacité, dans la zone. Et voilà. Mais à la différence du basket fauteuil, un valide ne sera pas dans un fauteuil. D'accord, c'est que des personnes handicapées, d'accord. On parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui dans la société. Est-ce que le sport, selon toi, peut être un accélérateur justement par rapport à ces actions que tu mènes ? Bien sûr, parce que nous, on le voit à Clisson, les personnes en situation de handicap qui viennent au baskin, elles viennent avec un grand sourire, etc. Et elles se sentent vraiment dans une famille. On a plusieurs fois ce mot qui revient. L'inclusion par le travail, certains y sont. L'inclusion par le sport, c'était un peu compliqué pour certains, et quand ils viennent, ils nous le disent, voilà, on est une famille, on est un groupe. Encore tout à l'heure, il y avait ce mot qui ressortait de la bouche du groupe des Pays de la Loire quand ils sont repartis, quoi. Alors, est-ce que les joueurs valides, eux, ressortent aussi transformés par cette expérience ? Forcément qu'ils en sortent transformés, ils en sortent enchantés, puisque du coup... il y a ce public qu'on n'est pas forcément habitué à côtoyer, les personnes en situation de handicap. Dans la vie de tous les jours, on va pas forcément aller vers eux de premier abord. Et puis au final, sur le terrain, on apprend beaucoup avec eux. Et finalement, on arrête de se poser des questions compliquées, on se prend peu la tête sur le terrain. Et ça fait du bien, quoi. Quelles ont été les réactions du public samedi dernier ? Eh bien, le public a répondu présent, ils étaient bien présents sur le bord du terrain, mais aussi sur le terrain, puisque du coup, on a eu beaucoup de monde à venir participer sur le terrain pour vraiment découvrir. Et tout le monde était enchanté, tout le monde a applaudi, il y a eu une choré de fête avec du coup les gens qui sont venus sur le terrain danser avec nous. Et voilà, je pense qu'ils en sortent très ravis, on fera le point très prochainement, mais... Alors justement, c'est la question qui se pose derrière. Est-ce que Toulouse peut devenir une place forte du baskin dans les années à venir ? C'est quoi l'idée derrière cette démonstration ? C'est l'objectif maintenant, à nous de surfer sur cette démonstration, sur le fait que des gens aient vu le baskin,
pour enfin le lancer du coup dans la partie sud, puisque comme je disais tout à l'heure, le plus proche de Toulouse actuellement c'est Nantes, donc il y a un petit problème de répartition géographique. Petit appel aux gens de Bordeaux, parce que ça réduirait un peu les distances, ou de Montpellier, pourquoi pas, ou même Albi, Carcassonne, tout autour, là il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, exactement. Donc mon objectif, tant que je suis dans le sud, c'est de développer le baskin. Donc tous les clubs intéressés, voilà. Donc question que j'avais prévue, mais quels sont maintenant les prochains objectifs? Parce qu'il y a eu cette démonstration, l'étape d'après c'est quoi? Et bien là, à la rentrée de septembre, du coup, avec le club du TOAC, on a l'objectif de lancer une section jeune en lien avec le club Nougaro de Toulouse, le collège Nougaro, pardon, de Toulouse. Donc section jeune au TOAC et dans la foulée, éventuellement, une section adulte si jamais on a le public qui répond présent aussi pour lancer cette équipe. Et finalement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent du baskin après cette première expérience? Ce que les gens retiennent, j'aimerais qu'on retienne surtout cette dimension humaine, le fait que on puisse venir avec les capacités qu'on a. Certaines fois, les gens nous disent oui, mais je suis plus tout jeune, je peux plus courir, ça fait 20 ans que j'ai pas joué. Mais ça, c'est pas grave, le baskin trouvera une place forcément. Et même pour ceux qui ne sont pas sur le terrain chez nous à Clisson, ils viennent encadrer et ils en ressortent avec le sourire aux lèvres, quoi. Oui, donc il n'y a pas de catégorie en tant que telle, c'est plutôt, puisque là on est peut-être moins physique quand même, je me trompe sur un match de baskin, je te vois sourire. Ah oui, parce que sur le terrain, si on demande actuellement à ceux qui jouent en Pays de la Loire, on en ressort avec quelques marques, ça joue comme au basket, il y a du contact. Et on en ressort fatigué, rincé à la fin du match et on est content d'aller à la troisième mi-temps aussi. Bon, cela dit, ceux qui font 1m90 sont quand même plus avantagés que ceux qui font qu'1m50. Oui, puisque du coup ils vont pouvoir peut-être récupérer quelques rebonds. En général, les gens qui font 1m90, ça va être les basketteurs. Donc comme je disais tout à l'heure, ils vont être assez bridés sur le fait d'avoir des tirs, etc. Donc leur rôle, ça va être peut-être d'orienter le jeu sur le terrain, mais voilà, après, le règlement est fait pour que vraiment tout le monde soit à peu près sur le même pied d'égalité et que tout le monde ait ses chances sur le terrain, quoi. Il faut trouver un parrain. Pourquoi pas demander à notre ami Wembanyama de venir parrainer une telle expérience? Ah, il y a eu quelques messages d'envoyés sur les réseaux sociaux, pour le moment restés sans réponse, mais à des acteurs plus locaux pour le moment, mais voilà. C'est ce qu'il faut souhaiter. Alors pour les auditeurs, les éducateurs sportifs ou même les clubs qui découvrent le baskin et qui auraient envie d'essayer, où peut-on pratiquer cette discipline aujourd'hui? Est-ce qu'il existe, alors tu me l'as dit, des structures ou des rendez-vous en France et notamment en Occitanie? Un petit peu nous dire comment... Alors c'est une émission qui va au-delà de l'Occitanie, donc tu peux peut-être donner quelques infos par rapport à ça? Ouais, alors pour le moment, le plus gros du baskin, ça se situe en Pays de la Loire, où du coup il y a un championnat avec 6 équipes si je ne me trompe pas. Certains clubs qui existent mais qui ne sont pas encore engagés en championnat. Après on retrouve des équipes dans la région Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, sur Paris, donc c'est quand même assez nord pour le moment, mais voilà, il suffit qu'il y ait un club qui soit motivé pour lancer une section et puis ça peut aller très vite derrière puisque du coup on peut montrer au public et il n'y a aucune raison pour que les clubs ne s'y lancent pas, quoi. Alors concrètement, si demain des auditeurs qui écoutent voudraient se rapprocher de toi ou de quelqu'un ici en Occitanie, est-ce qu'il y a des informations, des lieux, est-ce qu'il y a un site, comment ça marche? Le mieux c'est de se rapprocher de Baskin France. Il y a tous les contacts sur la page site internet de Baskin France. Et du coup, eux après ils feront le relais avec les acteurs locaux, donc moi sur Toulouse éventuellement. Pour qu'on puisse prendre contact parce que pour le moment il n'y a pas de site internet qui existe sur Toulouse mais voilà, le relais Baskin France se fait très bien, il y a des personnes qui travaillent là-dessus donc voilà. Le site baskinfrance.fr, ça c'est exactement ça, non? Exactement, c'est ça, oui. D'accord. Est-ce que tu as un souhait toi particulièrement, parce que tu investis dans ton métier mais tu n'es fait pas partie d'une structure proprement dite, est-ce que tu as dans l'ambition de créer peut-être une vraie structure? Ouais, mon objectif du coup là c'est d'ouvrir un maximum d'équipes de baskin sur Toulouse et aux alentours. Franchement, si on peut aller jusqu'à Montpellier, jusqu'à Bordeaux, etc., il n'y a aucun problème. Moi, mon but, c'est vraiment de développer le baskin en France. Donc, je me déplacerai, j'accompagnerai les clubs et puis
Et puis voilà, petit à petit, on va réussir à faire quelque chose de beau et de grand en France. On sent une ambition dans ce projet qui est original, inclusif et c'est dans l'air du temps. En tout cas, merci Maxime d'avoir été avec nous dans Et si on parlait de sport. Le baskin, bien plus qu'un simple sport, apparaît aujourd'hui comme une véritable philosophie de jeu collectif et du vivre ensemble, une discipline innovante, humaine et spectaculaire qui prouve que l'inclusion peut aussi rimer avec compétition, engagement et plaisir. Et si on parlait de sport, continue bien sûr de mettre en lumière toutes celles et ceux qui font avancer le sport autrement. C'est la fin de cette deuxième mi-temps avec Maxime Lemestre, organisateur de cette grande journée de basket inclusif sur Toulouse et instigateur de cette nouvelle discipline en Occitanie. Merci d'être venu nous voir. Merci de m'avoir accueilli. Eh ben, on va continuer à te suivre et puis espérer qu'on verra poindre demain un Baskin Toulouse, pourquoi pas. Eh bien, c'est tout le mal que je souhaite au baskin. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. C'était Et si on parlait de sport avec Perrine Saunier et Maxime Lemestre. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité sportive. C'est la fin du match et de cette 156e émission de Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 156e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Perrine Saunier et Maxime Lemestre. Merci pour vos voix, vos parcours et vos témoignages et vos passions. Merci à nos partenaires LG Consultants, Amper Connect, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet. Merci également à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis. Continuez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Cette émission est à retrouver en podcast sur les plateformes habituelles ainsi que sur le site Et si on parlait de sport. Très belle semaine à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport consacrée à celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.